Monsieur le responsable du département développement à la direction des prêts, Madame, Monsieur, nous poursuivons donc aujourd'hui nos travaux avec votre audition en votre qualité de directeur général délégué de la Caisse dépôt et consignation. Et vous êtes accompagné notamment de Monsieur Pierre Laurent, qui est responsable du département développement à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Monsieur Olivier Sichel, vous êtes depuis 2020 directeur général délégué. Vous êtes également directeur de la Banque des Territoires qui regroupe les offres de la Caisse des dépôts et de ses filiales au service des territoires. En décembre 2020, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, que nous avons auditionné, vous ont confié une mission qui visait à proposer des solutions concrètes permettant l'émergence d'offres adaptées à la massification de la rénovation ambitieuse des passoires énergétiques, en particulier celles occupées par des propriétaires modestes, que ce soit en maison individuelle ou en copropriété. Cette mission, vous l'avez conduite et elle a donc débouché sur une publication en mars 2021 d'un rapport dont certaines préconisations ont été intégrées à la loi Climat et Résilience de 2021. Votre audition doit aujourd'hui nous permettre de mieux comprendre les conclusions de votre rapport ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. La recommandation phare de votre mission est la création de Mon Accompagnateur Rénov', création qui est effective depuis le 1er janvier 2023. Vous avez fait le choix dans votre mission de proposer d'ouvrir l'agrément d'accompagnateur à des acteurs privés à but lucratif. Cette proposition, reprise par le gouvernement, a pu faire débat, notamment au sein du secteur privé à but non lucratif, en raison de craintes pour l'indépendance et la neutralité du Conseil en rénovation énergétique et, pour tout dire, de l'éco-délinquance dont souffre le secteur de manière récurrente. Pourquoi avoir fait ce choix ? Quelles sont les solutions pour amener la confiance? Par ailleurs, comment jugez-vous le déploiement de ce dispositif? Votre rapport proposait également comme solution de financement, non pas le développement du tiers financement, que vous jugiez trop complexe, si mon souvenir de votre audition de l'époque est juste, mais la création d'un prêt hypothécaire qui a été introduit dans la loi. Où en sommes-nous de la distribution de ce prêt? Quelles sont les banques impliquées? Quels sont les ménages bénéficiaires et combien sont-ils? Et pour quel type de travaux? Je voudrais aussi vous entendre sur les actions de financement de la rénovation énergétique par la Caisse des dépôts et consignations et plus particulièrement du logement social. Quels sont selon vous les enjeux dans ce secteur au regard de la santé financière des opérateurs? Quelle est votre approche sur la proposition de seconde vie des bâtiments qui est proposée par l'USH, l'Union sociale pour l'habitat? Enfin, la rénovation est aussi une question de politique industrielle et de construction d'une filière économique. Quelle est la vision de la Caisse des dépôts et consignations? Comment s'engage-t-elle pour relever ce défi? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions, et pour un propos introductif d'une vingtaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Donc je vous laisse la parole et ensuite notre rapporteur et nos collègues ici présents vous poseront certainement d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame la Présidente et je suis très heureux de pouvoir rapporter aujourd'hui devant votre commission sur la rénovation thermique, d'autant plus qu'on avait eu un échange, vous vous en souvenez, lors de la loi qui avait été passée
Et donc, il y a une certaine continuité dans notre conversation sur la rénovation énergétique. Et donc, c'est extrêmement gratifiant de pouvoir donner suite de ce rapport qui, comme l'avait indiqué, a eu une mise en œuvre finalement assez rapide, assez efficace de la part du gouvernement de l'époque. Peut-être en introduction, commencer par rappeler, et c'était l'une de vos questions, ce que fait la Caisse des dépôts et la Banque des territoires pour la rénovation thermique, car il ne vous a pas échappé que si la mission était sur les logements privés, ça ne fait pas partie des mandats confiés à la Caisse des dépôts que de s'occuper des logements privés. Et vous le savez mieux que quiconque, puisque la Caisse des dépôts est placée sous votre supervision avec l'Assemblée nationale. Nous sommes placés sous la protection spéciale du Parlement. Et donc la commission de surveillance, dans laquelle siègent 2 sénateurs, sait bien qu'il n'appartient pas à la Caisse des dépôts de gérer les logements privés. Alors, ce que fait en revanche la Caisse des dépôts, c'est qu'elle a en charge la rénovation du logement social, et c'est pour ça que je suis venu accompagné de Pierre Laurent, et que nous nous sommes engagés depuis maintenant de nombreuses années dans la rénovation thermique des logements sociaux. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est un succès au regard de l'état du parc du logement social par rapport à l'état du parc privé, qui est, que l'on prenne sous l'angle des performances énergétiques ou tout simplement des étiquettes, très en avance. Alors très en avance, pourquoi? J'ai envie de dire, il n'y a pas de mérite à l'un par rapport à l'autre, parce que les bailleurs sociaux sont des professionnels de l'immobilier. Ils ont des équipes professionnelles dont c'est le métier que de prendre en charge un parc immobilier, de prendre en charge un patrimoine et de l'entretenir. Ce qui n'est évidemment pas le cas des particuliers qui ont tout à chacun un autre métier. Alors, si on tire un peu le bilan par rapport à ce que fait la Caisse des dépôts, depuis 2009, c'est 500 000 réhabilitations de logements sociaux, avec 20 milliards d'euros de mobilisés à travers essentiellement le fonds d'épargne, c'est-à-dire le livret A, dont on parle beaucoup, qui sert à la rénovation thermique. Et cet accompagnement donc, recense ce qui a obtenu un gain énergétique de 40% au minimum ou l'atteinte d'une étiquette D. Je signale au passage que la Caisse des dépôts, qui s'est engagée avec le nouveau mandat du directeur général Éric Lombard très résolument vers la transformation écologique, fait non seulement la rénovation thermique des logements sociaux, mais aussi la rénovation thermique des bâtiments publics, qui est un sujet très important. Les bâtiments publics, ce sont les écoles, ce sont les bâtiments communaux, les collèges, les lycées, et que depuis 5 ans, nous avons rénové 1 million de mètres carrés de bâtiments publics. Enfin, évidemment, dans le logement social, on raisonne autant de logements. Dans les bâtiments publics, c'est plutôt en nombre de mètres carrés. Alors, pour aider à ces objectifs-là, je voudrais signaler qu'on a essayé d'être le plus innovant possible. Vous savez, j'ai un passé qui vient du digital et j'avais fait dans ma recommandation toute une partie sur la plateforme, mais nous essayons aussi d'appliquer ces outils d'innovation pour favoriser la rénovation thermique. Et je voudrais signaler un outil que nous avons mis en place gratuitement à disposition des collectivités locales qui s'appelle PrioRéno, qui est un outil qui collecte en temps réel toutes les consommations d'électricité et de gaz. Nous les connectons chez Enedis et chez GRDF pour permettre à l'élu d'avoir une priorisation de sa rénovation, c'est-à-dire que nous lui disons sur une cartographie, voilà, l'école Victor Hugo, avenue Gambetta, c'est elle qu'il faut commencer par rénover en priorité par rapport à d'autres écoles. Et ça a eu un très très grand succès puisque plus d'1 millier de collectivités locales ont souscrit à cet outil qui leur permet d'avoir une première prise de conscience et un premier programme de travail. Alors j'en viens maintenant à l'essentiel de vos questions sur donc, ce rapport et ses recommandations. Alors vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, la première de mes recommandations, donc, c'était l'accompagnement et d'avoir un accompagnement des ménages. Ce qui m'avait frappé lors de cette mission, c'était de voir à quel point les ménages étaient démunis. Et comme vous l'avez signalé, lorsqu'on est démuni face à un problème technique, c'est la porte ouverte à tous les abus et à toutes les codélinquances. Et donc, ma recommandation a été de dire que ça devait être du rôle de l'État. Même si, et c'est dans les questions qui ont figuré, vous m'interrogez à juste titre, savoir quelle est la place des collectivités locales et quel est le rôle des collectivités locales.
Eh bien, je me suis dit que sur des politiques de rénovation qui étaient assez coûteuses, de l'ordre de 3 milliards, l'accompagnement représentait en financement, si c'était pris en charge par la puissance publique, 300 millions, juste 10%. Et que cet accompagnement devait avoir un standard national, quel que soit le point du territoire, en Outre-mer, que je sois en milieu rural, en milieu métropolitain, en quartier ou en milieu montagnard, cet accompagnement devait être le même pour tous les Français et donc pris en charge par l'État. En sachant qu'en revanche, sur le fond de l'aide, c'est-à-dire pas l'accompagnement, mais la rénovation elle-même, la liberté pouvait être aux collectivités locales. Et je me souviens très très bien des différents échanges que j'avais eus avec des élus qui tous avaient, et très légitimement, en fonction de leur mandat et de leur politique et de leur programme, avaient des objectifs différents. Je me souviens d'une discussion avec Pia Ims, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, qui disait « Nous, à l'Eurométropole, nous voulons favoriser les matériaux biosourcés. Et donc, nous sommes prêts à aider plus les rénovations qui se feront en matériaux biosourcés. » Je me souviens d'un échange avec Patrick Vergrit, le maire de Dunkerque, qui disait « Moi, je veux mettre un effort sur des quartiers pour commencer à faire des rénovations de quartiers. » Et chacun avait son programme. Et je me disais que s'il n'y avait que 10% qui étaient assurés nationalement par une prise en charge par l'État, les 90% restants donnaient une liberté d'expression pour chacune des collectivités pour orienter les politiques, mais non pas sur le conseil, mais sur le fond de la rénovation et sur l'essentiel de ce que devait être l'aide. Alors après, choix lucratif, pourquoi? Parce que on s'est aperçu quand même que c'était un marché qu'annuellement, mon rapport évaluait à 250-300 millions, en se disant il faut que ce soit rémunéré à juste valeur. Et puis on voyait un petit peu en faisant les différentes modélisations que c'était un marché. Et je pensais qu'il fallait ouvrir ce marché le plus possible à des prestataires, mais à des prestataires agréés par l'État et contrôlés par l'État. Et c'est vrai que j'étais un petit peu étonné de voir après cette problématique du conflit d'intérêts émerger, qui me semble assez facile de contrôler a posteriori par les services de l'État qui donnent leur agrément et qui en plus rémunèrent. Et donc on pouvait très facilement détecter. Le sujet qui avait été évoqué, c'était de dire, vous savez, si EDF, par exemple, rentre sur ce marché, ils vont prioriser uniquement de l'électricité. Et si GDF rentre sur ce marché, enfin Engie, ça va être que du gaz. Bah, écoutez, si on voit ça et qu'au bout de 100 rénovations, il y en a 99 qui sont vers le gaz, ce sera quand même assez facile de le contrôler, de le détecter et puis de dire que vous avez un problème. Et donc, je trouvais que c'était un petit peu dommage de faire un procès ab initio sur le conflit d'intérêts, alors qu'on a tout à fait les moyens de contrôler ce qui se passe. Et je trouvais que c'était plus intéressant d'ouvrir ce métier de l'accompagnateur rénov' le plus largement possible, parce que les besoins sont considérables. Et ma première proposition, c'était vraiment de généraliser l'accompagnateur rénov' et de le rendre obligatoire, ce qui a été fait à partir du 1er janvier. Pour faire quoi? Au final, pour vraiment accompagner les ménages dans 3 domaines qui sont absolument critiques. D'abord, la phase du diagnostic, de comprendre ce qu'il faut faire dans la rénovation. Je me suis aperçu, et je suis parti de l'utilisateur, c'est un petit peu là, je pense, le côté original de ce rapport, de partir de l'utilisateur, que le ménage était perdu. Il y avait un chauffagiste qui venait, qui lui disait ben voilà, il faudrait prendre tel type de chauffage qui correspondait généralement au type de chaudière qu'il avait l'habitude de vendre. Puis le ménage se disait, je vais prendre quand même un deuxième avis. Le deuxième avis contredisait totalement le premier, en lui expliquant que si le chauffagiste lui avait proposé ça, c'était parce qu'il était vendeur exclusif de ça. Puis il se disait, je vais prendre un troisième avis. Un troisième avis lui disait, mais ça ne sert à rien de changer le système de chauffage si vous n'avez pas fait l'isolation. Donc il faut commencer par l'isolation. Oui, le troisième avis, vous dites, mon Dieu, tout cela est bien compliqué. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un sur lequel m'appuyer en toute fiabilité, en toute indépendance, pour me dire ce que j'ai à faire? La deuxième chose, c'était le plan de financement. Il y a beaucoup d'aides. Une voie aurait été de simplifier tout le dispositif de financement. Mais vous voyez la discussion que j'avais eue avec l'Eurométropole de Strasbourg, avec plein d'acteurs, disant que chacun veut aider. C'est très bien s'il y a une multitude d'aides. En revanche, il faut que cette complexité elle soit prise en charge par quelqu'un qui soit capable de faire le plan de financement, le plan de recensement des aides. Et à l'analyse, le tiers financement, les modèles que nous avions vus
qui reposait selon l'idée, c'était une des recommandations de France Stratégie, il y a une question qui a été posée par votre commission, reposait un peu sur l'idée qu'on pourrait y avoir une espèce de martingale où les économies d'énergie pourraient financer les travaux. Et franchement, on a eu beau chercher, on n'a pas trouvé la martingale. Certes, les rénovations permettent de baisser la facture, elles permettent de baisser la consommation, mais malheureusement, le prix du kilowattheure, et je crois que la crise actuelle l'a montré, il n'est pas fixe. Et donc, vous pouvez avoir 20% d'économie, mais si le prix de l'énergie augmente de 20%, ça ne suffira pas à faire compenser les travaux qui ont été payés à un temps. Et puis même, les comportements changent. Vous pouvez très bien avoir un chauffage électrique et puis avoir une rénovation thermique qui se passe bien, et puis décider de vous équiper d'une voiture électrique. Ça n'a rien à voir avec la rénovation thermique, mais votre facture d'électricité, elle va quand même augmenter. Donc ces modèles de tiers financement ne m'ont pas convaincu. Ils sont adaptés à certains cas. Je pense des copropriétés ou je pense des systèmes dans lesquels très collectivement il y a des performances qui peuvent être encadrées par des contrats de performance énergétique, mais elles ne pouvaient pas répondre à la problématique majoritaire qui est la rénovation de la maison individuelle. Donc, deuxième mission pour l'accompagnateur Rénov', vraiment travailler le plan de financement. Troisième mission pour l'accompagnateur Rénov', accompagner durant la phase des travaux. Ce sont des phases assez angoissantes et il y a des choses il faut être un peu critique sur les recommandations que j'ai faites. Vous m'avez demandé où en est le prêt avance rénovation. Ce prêt avance rénovation, il est distribué aujourd'hui par 2 banques, la Banque Postale et le Crédit Mutuel, mais il n'y a eu que quelques dizaines de prêts avance rénovation qui ont été signés. Et pour avoir un peu interrogé les réseaux bancaires en disant comment ça se fait que ça ne parte pas, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu, et je le reconnais bien à un moment, qui est un blocage. Ce prêt avance rénovation, on avait voulu le faire pour les ménages âgés qui n'ont plus accès au crédit. Et le problème, c'était que vous demandez un prêt avance rénovation pour une rénovation globale. Mais quand vous êtes dans une rénovation globale, bien souvent, il faut déménager. Il faut déménager pendant la période de travaux. Et là, vous avez une réticence extrêmement forte à déménager, même si la solution de financement existe. C'est extrêmement angoissant de déménager. Il faut trouver une solution pendant les travaux. Et finalement, les ménages se résignent à ne pas faire la rénovation, renoncent, parce que ça veut dire un déménagement qu'on peut peut-être envisager lorsqu'on est un peu plus jeune, un peu plus mobile, mais que quand on a un certain âge, on rechigne à faire. Et donc, s'il y avait certainement une deuxième version à avoir, ce problème de l'accompagnement aussi à l'hébergement temporaire durant la durée des travaux devrait être pris en compte. Et je reconnais que ça, je ne l'avais pas vu. Alors, ça a été quand même un travail assez rapide, hein, fait en 3 mois. Alors, j'en viens peut-être aux autres questions, et puis après, si vous êtes d'accord, on aura un système un peu plus interactif. Sur les éléments de filière. Alors, je pense que il faut envisager 2 éléments de structuration de la filière, la formation aux accompagnateurs Rénov' et la formation à ces métiers. La Banque des Territoires y participe. On a financé quelques écoles de rénovation. Je pense notamment à l'école de la rénovation énergétique à Bordeaux, qui avait été initiée par Thomas Cazenave, dont on sait l'engagement sur ces sujets. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que ce sont des métiers techniques dans lesquels on va avoir beaucoup de besoins. Et aussi la filière industrielle, où on a paradoxalement de grands acteurs amont. Je pense à Saint-Gobain dans les matériaux de rénovation, mais dans les métiers en proximité de l'usager, on est plutôt dans le monde de l'artisanat. On n'a pas de grands groupes, et c'est peut-être pas une mauvaise chose d'ailleurs, mais c'est tout ce secteur-là qu'il faut encourager. Enfin, je termine par votre question sur la seconde vie, que nous soutenons. Et là, je peux vous dire donc que le gouvernement a accordé le droit à l'expérimentation sur 900 logements en donnant une aide de 16 000 € par logement qui transiteront par le FNAP, le Fonds national des aides à la pierre, exactement, et pas à la propriété, puisqu'on est dans le domaine du logement social, pour expérimenter cette seconde vie à laquelle nous croyons beaucoup, parce que notre pays connaît actuellement une vraie carence dans la construction de logements.
tous les indicateurs sont au rouge. Et donc l'idée d'avoir la seconde vie du bâtiment qui permet de reconstruire des logements sans artificialiser, puisqu'on est dans la seconde vie du bâtiment, et me semble très 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 prometteur. Voilà, je voulais pas être plus long dans cette introduction pour avoir le temps de répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général délégué. Je laisse la parole à notre rapporteur. Merci, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Directeur Général délégué. Merci pour vos explications et pour le balayage du sujet. Moi, j'avais plusieurs questions, peut-être, enfin en tout cas de précision par rapport à ce que vous avez évoqué, donc notamment sur peut-être sur le sujet de l'accompagnement à la rénovation. L'accompagnement, excusez-moi, je me relis sur le sujet de l'accompagnement à la rénovation et les collectivités, sur la question des collectivités locales, par contre, est-ce qu'elles ne risquent pas d'être incitées à se désengager? Et c'est vrai que c'est des questions qu'on avait eues par rapport à d'autres auditions sur le fait qu'on avait les dispositifs qui étaient en place, alors qu'ils pouvaient être très différents suivant les territoires. Mais en tout cas qui avait le mérite d'exister et sur lequel on avait des systèmes justement d'accompagnement. Et c'est vrai que dans la création du dispositif Mon Accompagnateur Rénov', il pouvait y avoir la crainte à la fois que, comme l'État prend en charge, que du coup il puisse y avoir un peu un désengagement des collectivités sur cette partie-là et sur cet accompagnement. Donc voir si dans votre rapport, en tout cas, c'était des choses que vous aviez pu identifier. Vous parliez aussi d'un dossier unique, donc vous en avez un petit peu parlé là, Mon Service Rénov', et du coup savoir pourquoi du coup cette proposition en tout cas n'est pas allée au bout. C'est vrai que quand on a auditionné, je crois que c'était Julien de Normandie, il nous disait que pour lui il était assez opposé à justement cette idée de guichet unique, en disant que c'était peut-être quelque chose sur lequel sur le papier ça pouvait fonctionner, mais qu'on avait plutôt qui resterait de toute façon des dispositifs différents et qu'il fallait garder ces dispositifs différents, notamment des dispositifs liés et qui sont mis en place par les collectivités territoriales. Mais par contre, c'était la manière justement de simplifier et d'agréger l'ensemble de ces dispositifs. Mais en tout cas, ils ne croyaient pas tellement à une porte d'entrée unique. Donc, je voulais aussi avoir votre retour par rapport à ça. Pour revenir également sur Mon Accompagnateur Rénov', vous évoquez également dans votre rapport le risque de zones blanches, et donc de zones où on ne trouverait pas en fait d'accompagnateur. Est-ce que c'est quelque chose que, là on est dans le début en tout cas, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît encore aujourd'hui un problème, et le fait effectivement qu'on n'ait pas un déploiement en tout cas de ce dispositif de manière égale sur l'ensemble du territoire. Et puis également sur l'autre question aussi où on s'est déjà posé sur la neutralité, l'indépendance des conseillers sur ce dispositif, parce que c'est vrai que c'est pas encore, on va dire, totalement clair sur le type d'acteurs et pour le coup leur indépendance, sachant que ce qu'on a pu voir, c'est que sur l'accompagnement, il y a besoin justement d'avoir une confiance, quoi. Et ce rapport de confiance entre la personne qui va faire cette rénovation, elle a besoin du coup de s'adresser et d'avoir justement cette totale confiance. Et donc pouvait se poser cette question justement de l'accompagnement. Donc savoir si c'est quelque chose aussi que, vous en parlez dans votre rapport, mais c'est quelque chose que vous pouvez voir en tout cas avec le début de ces accompagnateurs Rénov'. Voilà, peut-être pour l'instant, et puis je laisserai mes collègues aussi intervenir, et puis on fera peut-être d'autres questions par la suite. Merci. Je vous laisse répondre à monsieur le rapporteur. Bien. Alors, sur les collectivités locales, vous aviez vraiment raison, et je relisais bien dans le rapport, où page 17, je disais que sur le cahier des charges, il faudrait une consultation nationale et locale. Mon idée était que l'accompagnateur Rénov' était agréé par l'État, mais devait passer une convention avec la collectivité locale où il opérait. Ça voulait dire quoi très concrètement? On avait un architecte, on avait un bureau d'études, où on avait une filiale d'Engie ou Solien, ou
que sais-je, qui répondait au cahier des charges de l'État pour devenir accompagnateur Rénov' et qui allait à un moment se présenter à la collectivité locale, à l'élu, pour dire voilà, je suis Olivier Sichel, j'envisage sur votre territoire d'être accompagnateur Rénov' et je viens me présenter, je viens d'avoir l'agrément et j'aimerais passer avec vous une convention parce que je vois que vous avez une maison de l'habitat, je vois que vous avez déjà fait des dispositifs et je veux être sûr de bien m'articuler avec vous. En sachant que, bon, la recommandation que je faisais, c'était que l'accompagnement était pris en charge par l'État, pareil dans toutes les collectivités locales, mais que sur les travaux, il puisse avoir cette discussion exactement, et qu'avec la maison de l'habitat, en disant, bah, nous, on a une... je prends par exemple Amiens, dont on vient de financer le réseau de chauffage urbain, on a une politique de chauffage urbain, on a un réseau de chauffage urbain, voilà un petit peu comment va être le schéma de chauffage urbain, et si vous pouvez recommander un raccordement au réseau de chauffage urbain, on est prêt à se mettre d'accord sur une subvention. Ou de dire, écoutez, c'est très très bien que vous interveniez chez moi, merci, je vous signale que j'ai fait une école de la rénovation énergétique, j'aimerais bien, plutôt que ce soit avec les entreprises du quartier, faire comme ça. Donc je voulais avoir cette articulation-là. Mais vous voyez, le parti pris de ma recommandation, c'était l'accompagnement. Ça doit être républicain et équilibré pour tout le monde. Les aides sur le fond, ça doit être modulé localement parce qu'il y a des réalités territoriales et que on ne fait pas la rénovation énergétique en Martinique n'est pas la même qu'en Savoie. Donc voilà comment je voyais les choses pour ne pas du tout avoir un dispositif uniforme qui fasse fi des réalités du terrain. Et je me disais qu'il y avait de la place pour tout le monde, parce que vous avez vu les chiffrages dans mon rapport, c'est quand même, on parle quand même de montants en plusieurs milliards. Donc on n'est pas à refuser des aides, on n'est pas à refuser de la subvention dans ce domaine-là. Alors après, sur la plateforme, moi ce qui m'a frappé dans cette politique de la rénovation énergétique, c'est que par rapport aux montants engagés, on avait finalement assez peu de données de pilotage. On avait certes des données de pilotage en montant de ma prime rénov accordée, en montant en nombre de rénovations ou de monogestes faits. Mais ce qui nous intéresse tous autour de la table, c'est à la fin combien de tonnes de CO2 j'ai évité de chauffer dans l'atmosphère et si accessoirement j'ai réduit la facture du ménage. Et ça, je trouvais quand même qu'essayer d'avoir un outil qui permette de centraliser l'information et d'avoir ces données pour piloter n'était pas une mauvaise chose. Alors après, sur l'outil, je constate que dans un premier temps, l'ANA, et c'est absolument normal parce que c'était l'ANA pour moi qui était chargé de cette mission, a beaucoup informatisé le dispositif MaPrimeRénov'. Et ça a été leur priorité. Et je crois que, comme ils ont à un moment beaucoup souffert des délais d'instruction et de ce qu'on me revient, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers en souffrance de paiement, et c'est pas anormal, ils ont été complètement submergés. Il faut voir quand même la montée en charge qu'a vu faire l'ANA. Moi, je salue la performance de cette agence qui a dû véritablement faire face à un afflux considérable de demandes et qui a fait une digitalisation et une informatisation de ces processus très accélérés, avec quand même pas mal de sécurité. Il n'y a pas eu de détournement. Il y a d'autres dispositifs dans lesquels on a connu des détournements. Et donc, je pense que cette idée de plateforme, elle n'est pas abandonnée, mais la priorité a été pour l'ANA de faire face aux demandes de MaPrimeRénov', à leur traitement et à la sécurisation aussi de l'ensemble de ce processus-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de le voir, mais j'avais accompagné mon rapport d'un petit film qui expliquait dans un monde idéal ce que serait la chose, où donc on partait de nouveau de l'usager en disant voilà, l'usager, le ménage, il appelait son accompagnateur Rénov', qui lui posait un certain nombre de questions pour dégrossir le sujet, combien de mètres carrés, quelle était sa facture énergétique, est-ce qu'il était propriétaire, est-ce qu'il était bailleur, etc. Ensuite, il lui organisait la prise de rendez-vous avec l'accompagnateur Rénov' qui venait faire le diagnostic thermique chez lui. Il lui envoyait le diagnostic sur la plateforme et on avait sur une plateforme tous les diagnostics. Une fois que ce diagnostic était fait, et c'était une de mes recommandations du rapport, c'était d'avoir deux propositions, une BBC et puis une un peu plus modeste de rénovation, de façon à ce que le ménage ait le choix. Puis un plan de financement
en disant voilà quel est votre plan de financement, et que ce plan de financement il puisse être interconnecté avec les grands financiers, et notamment l'ANA, que tout ça soit dans une plateforme, et que souvent dans la rénovation, c'est de dire l'entrepreneur il peut commencer à faire que s'il a payé l'avance, mais l'avance il est payé par l'ANA que si les choses sont faites, et puis vous avez des effets de préfinancement qui peuvent être parfois un petit peu longs, et puis ensuite d'avoir un modèle de suivi de la consommation d'énergie. Voilà, alors ouais, c'était effectivement assez ambitieux, assez prospectif, plutôt pour une vision 2030 qu'une mise en œuvre tout de suite, immédiate. Voilà. Et sur les zones blanches, ça, il faudrait demander plutôt au ministère, parce que je n'ai pas fait le suivi de tout le rapport, donc ça, je ne peux pas vous dire s'il y a des zones blanches actuellement dans la couverture. Ce que je sais, c'est quand même qu'on est à date à quand même 2100 conseillers et qu'on a 450 espaces France Rénov recensés à date. Et j'ai l'impression que c'est pas mal. Alors, est-ce que ça peut être plus? C'est difficile de voir quel est le maillage. Alors, simplement, par rapport à nos auditions précédentes, donc on a auditionné, vous le savez, tous les ministres depuis 2012 en charge de la transition écologique et ou du logement. Et la ministre Wargon, elle, a fait état du fait que l'accompagnateur Rénov était plus un accompagnement technique et que pour elle, c'était important aussi d'avoir un accompagnement qui soit plus social, à destination, bien sûr, des ménages qui soient les plus précaires. Alors, comment vous ressentez cette proposition? Et puis, il y avait aussi Madame Pompili, qui a fait état d'un déficit de communication pour mon accompagnateur Rénov, qui serait, alors on n'a pas fait l'expérience, en tout cas moi je ne l'ai pas faite, difficilement repérable quand on va sur le site internet de France Rénov et Ma Prime Rénov. Est-ce que vous avez eu ce type d'information, ou est-ce que véritablement c'est quelque chose qui, pour vous, aujourd'hui, fait peut-être défaut? Alors, sur le deuxième point, ça, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne suis pas moi-même allé sur France Rénov, donc je ai du mal. Sur le point de la ministre Emmanuelle Wargon, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je vous disais, quand on fait le bilan très faible du pré-avance rénovation, ce que tout le monde vous dit, c'est que ce pré-avance rénovation, il avait quelle cible? Il avait la cible des ménages âgés. Et il faut savoir que 62% des passoires thermiques sont occupés par des ménages de plus de 60 ans. Donc c'est l'âge où vous n'avez plus accès au crédit mais en même temps, vous avez, la maison est remboursée, donc il n'y a pas de dette, donc ça avait une bonne idée. Mais j'ai pris le sujet par un sujet tel qu'on le pose trop souvent, je trouve, dans la rénovation thermique, sous l'angle financier. Quel financement, quel financement, quel financement? Et après, quand on est dans la réalité du sujet, les gens vous disent, mais même si vous me faites un prêt, même si je n'ai pas rien à payer, puisque j'ai qu'à payer les intérêts, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que j'ai pas confiance dans les travaux, et puis j'ai pas envie de déménager pendant 3 mois, et est-ce que je serai sûr que ce sera terminé pendant 3 mois, et où je vais aller pendant ces 3 mois, comment ça va se passer? Et ce qui est valable pour les personnes âgées, l'est aussi pour les personnes les plus démunies et les plus fragiles. Donc c'est vrai qu'il y a un volet social à faire que l'on maîtrise très bien dans le volet du logement social, hein, où peut-être Pierre tu pourras un peu parler, mais dans la partie rénovation des logements sociaux, j'en visite beaucoup, et cette partie d'accompagnement social est très forte. Je vais vous donner un exemple de ce que c'est l'accompagnement social. La tour Cézanne à Arras, qui est une grande tour dans un quartier défavorisé de la ville d'Arras, dans lequel il y a à peu près 100 ménages. C'est une tour à grande hauteur, si vous connaissez Arras, où on a fait un magnifique projet de rénovation qui est par l'extérieur, où on étend d'à peu près 11 mètres carrés chacun des logements, en faisant en fait une extension en verre, hein, qui fait comme une espèce de petite véranda. Pardon ? Exactement. Eh bien, il y a eu, Frédéric Le Turc me disait, il y a eu 6 mois de consultation, de travail avec chacun des locataires, assez âgés, et qui n'avaient qu'une préoccupation, c'est de dire comment ça va se passer pendant les travaux. Puisque là, on est sur une rénovation qui dure plus de 2 ans.
et sur lesquels il faut communiquer, prendre le temps d'entendre, prendre le temps de faire un consensus, aussi de savoir ces mètres carrés, comment on va les faire, rassurer tout le monde qu'il n'y aura pas d'augmentation des loyers, démontrer que les économies d'énergie seront bien au rendez-vous. Et donc ça, on le fait assez systématiquement dans le logement social, parce que les bailleurs sociaux ont l'habitude de ce dialogue social. Dans le parc privé, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire, et je pense que c'est quelque chose qui reste à prendre en compte. Nos collègues ont des questions à poser? Non? Monsieur le rapporteur? Peut-être un petit complément sur la question des filières industrielles. Savoir sur la manière, parce que c'est vrai que vous en avez parlé rapidement, sur la manière de la CDC d'intervenir justement cette question de filière. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que sur la question de la rénovation thermique, c'est indispensable en tout cas la question des filières, des matériaux qui souvent tendent à manquer pour pouvoir réaliser, qu'il y a la question des entreprises qu'il faut former également et avoir l'ensemble pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces travaux. Et un point particulier sur les matériaux biosourcés, puisque on s'aperçoit qu'actuellement, la plupart des matériaux utilisés, on est encore très loin justement d'utiliser du biosourcé, et qu'on voit qu'on a un vrai intérêt à pouvoir le développer localement, que ce soit le chanvre, la paille, enfin peu importe le type de matériaux, le bois également, et que ces filières, c'est vrai que c'est un gros travail de mise en place, et notamment de mise en place locale, quoi. Et donc, est-ce que sur votre accompagnement, qui soit financier, enfin, en tout cas, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez une attention particulière, voilà, notamment sur la question du biosourcé, parce que ça me paraît important. Et puis, j'en profite, je voulais revenir sur un autre point. Tout à l'heure, vous avez parlé des opérateurs ensembliers en disant que, vous avez dit que, voilà, l'idée de France Stratégie n'était pas forcément la meilleure, on va dire, pour être simple, et parce que voilà, le principe est de se rembourser justement sur l'économie d'énergie, puisque c'est un peu ça dans leur principe, et qu'effectivement cette économie d'énergie, à la fois l'augmentation des prix de l'énergie, à la fois le fait que on peut avoir des comportements différents une fois que le logement est isolé. Mais du coup, on a reçu une proposition des citoyens, on va dire, qui ont fait une proposition de loi qui s'apparente pas tout à fait, mais qui est un peu dans la même réflexion, qui est de dire, en fait, si on veut vraiment avancer sur la rénovation thermique, il faut à la fois passer sur l'obligation, mais du coup, s'il y a obligation, ça veut dire en gros un reste à charge zéro, et que l'ensemble des travaux soit pris en charge. Et l'idée qui est mise, c'est du coup qu'il y ait un fonds national de rénovation, et qui soit alimenté. Donc forcément, ce fonds de rénovation attribuerait des prêts pour réaliser les travaux, et ces prêts, il y aurait l'hypothèque sur l'habitation, et cette hypothèque, du coup, le prêt serait remboursé à la cession du logement. Ou alors au bout de 30 ans, si le logement n'était pas cédé, sachant qu'une grosse partie en moyenne des logements, de toute façon, ont déjà, sont cédés dans les 30 ans. Et ça veut dire que ça nécessite effectivement un fonds assez important, et du coup un système de prêt qui soit assez important, avec ce remboursement via ce système d'hypothèque. Donc voilà, du coup je voulais savoir aussi si c'est quelque chose que vous aviez déjà entendu en tout cas, et votre avis sur cette proposition-là. Oui. De nouveau, je pense qu'il ne faut pas prendre ce sujet-là uniquement sous le prisme financier. Je vais vous donner un exemple, par exemple, sur lequel on travaille beaucoup avec Pierre, qui est la rénovation des bâtiments publics, qui sont à la charge des collectivités locales que vous connaissez bien au Sénat. Par exemple, les lycées pour les régions, les collèges pour les départements, et puis les écoles pour les communes. L'argent ne manque pas. C'est le livret A qui les finance. La durée ne manque pas, puisque nous pouvons prêter à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, même à 50 ans. Nous avons des dispositifs dits d'intracting, où nous pouvons identifier les économies d'énergie dans le budget. Pour autant, le parc public est très en retard. Pourquoi? Parce que quand je discute avec les élus, et j'en vois beaucoup, le sujet n'est pas tant financier. Le sujet, c'est une conduite de projet assez lourde,
une connaissance du patrimoine à établir, des appels d'offres à passer, avec parfois des contraintes sur l'emploi. On sait bien que les entreprises ne sont pas suffisantes, donc la solution ne peut pas être financière. Et là, on a vraiment des interlocuteurs qui sont assez purs dans la mesure où ils savent très très bien faire. Je vais avoir tel budget pour la rénovation thermique et je vais avoir telle dépense d'énergie. Quand vous êtes dans le diffus, dans la maison, tous ces dispositifs qui est de dire je vais faire un fonds et je vais me retrouver sur les économies d'énergie. Et ce sera sur une longue durée généralement, parce qu'on sait bien que c'est des amortissements qui vont durer 15-20 ans. Ça veut dire qu'à un moment, et je pense qu'il faut aller au bout de la démarche, et je l'ai fait avec les équipes de France Stratégie, de dire qui s'assure de l'engagement du ménage, d'avoir un comportement qui ne change pas et qui reste le même pendant toute la durée du prêt. C'est-à-dire que la construction intellectuelle est attractive, intéressante, mais à un moment, quand on va voir monsieur et madame Sichel qui dit voilà, votre rénovation c'est 80 000 euros et vous vous engagez à avoir la même facture énergétique chez Engie, un même type de consommation pendant les 20 prochaines années, je ne sais pas. Et alors on dit ça va être garanti par Engie et EDF. Mais ça dépend d'un prix du kilowattheure. Est-ce que vous pensez qu'Engie et EDF ont été en mesure de contrôler leur prix du kilowattheure ces 2 dernières années? Ça a complètement bougé. Donc la construction est intellectuellement attractive, mais dans sa mise en œuvre opérationnelle, je ne sais pas la mettre en œuvre. Et je ne vois pas non plus de fonds capables d'encaisser les variations de l'énergie. Et déjà, on avait quand même fait ce rapport et écarté ces scénarios-là avant de connaître l'explosion des tarifs de l'énergie. Donc je pense que c'est intellectuellement stimulant, intéressant, mais ça ne me semble pas répondre à la problématique. Alors, après, sur les filières, chaque fois qu'on le peut, on est vraiment en encadrement des filières. Je disais Pierre, sur Maisons et Cités, qui est, vous savez, le patrimoine des mineurs du Nord. C'est 65 000 logements dans l'ensemble du bassin minier. Il se trouve que ce patrimoine ayant été classé à l'UNESCO, les rénovations ne peuvent se faire que par l'intérieur. Donc elles sont coûteuses. Hein. Vous êtes la génération une rénovation thermique, c'est 40 000 euros. Là, vous êtes à 80 000 à 120 000 euros. Et cela dit en passant, pour amortir par l'économie d'énergie 80 000 à 120 000 euros, vous voyez un petit peu la taille du fonds qu'il va falloir faire. Là, on est complètement en structuration de la filière. Hein. Je crois que c'est du lin ou du chanvre. Non, c'est du chanvre. C'est du chanvre que l'on fait. Autre démarche de structuration de la filière qu'on a faite et qui n'a pas donné tous ses succès parce qu'elle est tombée en plein dans la crise inflationniste de l'énergie, c'est la démarche Energy Sprong. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Energy Sprong, c'est une démarche qui vient du Pays-Bas, où Sprong, c'est un seau, où on se dit il faut que le bâtiment soit à consommation zéro. Et donc, on va systématiser et massifier les commandes pour arriver à cet objectif en baissant les coûts de la rénovation et en étant systématiquement en recherche d'une consommation nulle. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, on l'a fait avec l'Union sociale de l'habitat des Pays de la Loire. On a regroupé une dizaine de bailleurs sociaux en leur demandant de mettre par type les différents logements, du logement éclaté, du logement des années 70, du logement passoire thermique, de façon à passer des appels d'offres massifiés et pas faire de la rénovation immeuble par immeuble avec un artisan qui vient, mais véritablement de dire voilà, vous allez avoir un marché de 500 logements à rénover qui ont toutes les mêmes caractéristiques. Pour essayer de structurer ce qu'on a vu aux Pays-Bas, c'est que par exemple à ce moment-là, vous arrivez à structurer une filière qui va faire de la fabrication hors site et qui va prendre des métrés et qui va venir après poser les métrés de façon industrielle. Au lieu de commander 20 pompes à chaleur, vous en commandez 400 du même type et donc vous avez des effets de structuration de la filière et de massification de la filière. Bon, malheureusement, alors la démarche a bien fonctionné. Hein. On a eu des appels d'offres et on a eu plusieurs logements qui ont été dans cette filière, mais pas à la hauteur de ce qu'on attendait parce que la filière a été quand même très touchée par l'augmentation des coûts de construction et par l'inflation.
le dispositif Mon accompagnateur rénove est encore tout récent, puisque vous l'avez dit, hein, il s'est mis en place au 1er janvier 2023. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le peu de recul dont vous disposez, est-ce qu'il vous semble être conforme à ce que vous attendiez, à ce que vous préconisiez? Et ensuite, au niveau financier, est-ce que là aussi, la dotation budgétaire vous semble-t-elle suffisante? Ça, franchement, là, j'ai pas pu suivre l'évolution des dotations budgétaires, puis c'est quand même la responsabilité du gouvernement. Mais j'ai été invité par l'ANA au congrès de tous les accompagnateurs Rénov'. Et moi, j'ai été frappé à la fois du très fort engagement de la profession, vraiment très animé d'une mission d'intérêt général, une mission de service public, et qui était plutôt submergé par la tâche, en disant il faut qu'on soit plus nombreux pour répondre aux besoins des clients, et plutôt en faveur des recommandations que j'avais faites, en disant il faut vraiment un accompagnement dans le temps du ménage pour être efficace. Et surtout, la reconnaissance qu'ils avaient, c'était de dire que si on veut de l'efficacité dans la rénovation énergétique, ça ne peut pas être que le monogeste. Et qu'ils privilégiaient beaucoup la rénovation énergétique globale, mais que la rénovation énergétique globale, ça peut se faire que vraiment avec un accompagnement global de gens qui ont le niveau et l'expertise nécessaires pour le faire. Et vraiment, c'est ça que j'ai retenu, c'est-à-dire que enfin, vous sortez juste du monogeste, qui est je refais un petit bout d'isolation de mes fenêtres, je change ma chaudière, sans prendre vraiment le sujet globalement pour obtenir la vraie performance dans la rénovation énergétique du logement. Bah, tu peux prendre la parole. Prenez la parole, je suis désolée, c'est un peu formalisé, mais il faut que vous prêtiez serment aussi et que vous disiez je le jure, mais voilà, comme ça au moins on est... Je le jure. Très bien, allez-y. Donc c'est pour compléter les propos d'Olivier sur le PLF 2023, avec des ambitions et des moyens sur ma prime Rénov' qui ont été vraiment revisités à la hausse, avec un budget de 2 milliards, près de 2,5 milliards, donc en croissance de 25%. Donc ça, on peut vraiment se féliciter des efforts qui ont été attribués à ce dispositif. J'avais juste une petite question complémentaire. Là, pareil, dans votre rapport, vous parlez des contrôles plus complets sur justement les travaux de rénovation thermique. Et c'est vrai que tout à l'heure, donc, on a auditionné l'ANA, on nous disait que sur les contrôles réels faits sur site, en fait, c'était à peu près 10% qui étaient faits, puisque la plupart des contrôles qu'ils font sont sur dossier, quoi, en fait, hein, sur les devis. Mais qui font quand même 10% de contrôle sur site. Et du coup, je voulais avoir votre avis justement sur cette question-là, parce que c'est vrai que c'est un aspect dont on se pose des questions sur à la fois l'orientation qui peut être donnée de dire on va labelliser des entreprises, notamment RGE, en se disant à partir du moment où elles sont labellisées, du coup, on estime que les travaux qui sont réalisés sont corrects. Mais en réalité, à la fin, il n'y a pas de, je veux dire, que ce soit pour les versements de subventions, etc., il n'y a pas de contrôle sur site, ou très peu. Et c'est vrai qu'on pourrait inverser les choses, quoi, et un peu sur ce qui se fait sur l'assainissement, de dire qu'en fait, on a un contrôle systématique, en tout cas sur la réalisation des travaux en fin de chantier, qui va déclencher justement l'aide. Voilà. Du coup, avoir votre avis par rapport à ça, puisque c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a quand même quelques soucis sur des rénovations qui peuvent, en tout cas en termes de qualité et d'objectifs à atteindre, qui peuvent parfois laisser un peu à désirer, quoi. Vraiment, moi, c'était dans le petit film encore, hein, je l'enverrai, il y avait à la fin de travaux quand même, ça faisait partie pour moi du rôle de l'accompagnateur Rénov', de venir sur place, s'assurer avec le ménage que tout avait été fait conformément à la prestation. Et c'était aussi une aide pour le ménage de se dire j'ai un spécialiste qui me dit que l'isolation était bien faite, que la chaudière c'est bien celle qui est conforme, et s'il y a des malfaçons de pouvoir les dénoncer. Et après sur le contrôle lui-même de l'accompagnateur Rénov', je pensais qu'en cas de dérive, ce serait le ménage lui-même qui serait en mesure de le signaler à l'ANA et de dire
j'ai un problème, cette personne est malhonnête, ou cette personne ne donne pas satisfaction, et comme il y avait un cahier des charges, d'instruire le fait. Mais moi, j'étais pour que, à la fin de tous les travaux du dispositif, il y ait une visite de l'accompagnateur Rénov' systématique. On a fait le tour, sauf si vous avez d'autres points à souligner ou que vous souhaiteriez porter à notre connaissance. Mes collègues. Non. Non. Écoutez, on vous remercie pour cette audition. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, bonne fin de journée à vous.